Maison Naoum qui reçoit aujourd'hui pour inviter Anne Muxel. C'est à vous. Bonjour, aujourd'hui je reçois Anne Muxel pour son ouvrage « L'autre à distance, quand la pandémie touche à l'intime ». Anne Muxel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. On vous connaît pour vos travaux de politologue, de sociologue. Vous avez beaucoup travaillé sur les jeunes. Vous avez aussi travaillé sur ce que l'intime, sur ce que la politique fait à l'intime. Et donc là, vous vous êtes interrogé dans cet ouvrage sur les 2 ans, l'année et demie que nous venons de vivre, sur la question de la pandémie. Et vous avez promené votre regard de sociologue, si je puis dire, tout autour de votre chambre d'ailleurs, parce que au départ, c'est un livre conçu un petit peu comme une enquête en chambre. Vous avez écrit à un certain nombre de gens que vous connaissiez ou repéré un certain nombre d'interlocuteurs possibles, à qui vous avez demandé notamment de raconter un petit peu ce que la pandémie leur avait fait, la manière dont ils voyaient les choses. Alors, sur ces 3 niveaux, on pourrait dire l'intime, le social et le politique, qui sont les 3 niveaux sur lesquels vous travaillez. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement que la pandémie a fait à notre vie ? Alors, il est vrai que j'aime bien ce mot de promenade que vous avez utilisé, parce que le projet de ce livre, si je peux dire d'ailleurs que c'était un projet, je dirais que ce livre s'est imposé à moi, vivant effectivement comme tout le monde cette expérience du confinement, de la confrontation à un virus inconnu, potentiellement dangereux, et une transformation assez radicale de nos modes de vie, de nos relations interpersonnelles, se réfractant d'ailleurs sur notre intimité. Donc une expérience très intime, je crois, que la pandémie nous a obligés à faire. Donc cette promenade, effectivement, je l'ai faite au travers de ce livre qui est assez choral, où s'entrecroisent à la fois des paroles de témoignages que j'ai pu recueillir dans cette enquête en chambre, comme vous l'avez dit, en étant confinée, mais aussi mes lectures en chambre, les travaux des journalistes, les enquêtes qui ont été menées, tout ce que j'ai pu finalement glaner, ramasser, archiver d'ailleurs pendant toute cette période. Donc c'est un livre aussi qui s'est écrit au fur et à mesure que se déroulait la pandémie et donc les conséquences que cela avait pour notre intimité, au fur et à mesure que se vivaient les confinements successifs, les couvre-feux, l'obligation des gestes barrières. Voilà, donc c'est un livre qui aussi a rencontré mon expérience intime et personnelle. Donc il est tissé de tout cela. Alors, pour répondre à votre question et à ces différents niveaux, la façon dont s'articule, s'imbrique l'intime, le personnel, le social, le collectif et plus largement le politique et l'institutionnel, il est vrai que la pandémie a été, je pense, l'occasion pour nous, pour les sociologues, les philosophes, les penseurs, les intellectuels, justement de mener des observations qui se situaient très précisément à cette articulation. Il est vrai que au niveau intime, ce livre interroge toutes les conséquences imposées par les restrictions sanitaires venant donc du politique et des autorités sanitaires. Donc, ce fut l'occasion de réinterroger à la fois le rapport que nous avions intimement à notre existence, possiblement à notre vulnérabilité personnelle, au sentiment de finitude peut-être qui s'est imposé aussi à nous. Ce fut aussi l'occasion au plan vraiment intime et privé de s'interroger, de nous interroger sur notre rapport aux autres, qui devait, que l'on devait reconfigurer dans un nouvel espace relationnel. On a été coupé de beaucoup de gens, et même les gens avec lesquels nous étions confinés ou avec lesquels nous sommes restés proches, eh bien, il y avait aussi des
des obligations de distanciation qui s'imposaient. Donc au plan intime, il s'est passé, je pense, beaucoup de choses. Au plan social, alors vraiment, je crois que cette pandémie a été l'occasion de revivre très collectivement une expérience ensemble, une expérience inédite. Et donc, je crois qu'au plan social, cette conscience d'un événement qui nous touchait tous collectivement et bien au-delà d'ailleurs de nos seuls de nos seuls cercles collectifs habituels, bien au-delà de notre société ou de notre pays, il y avait quand même cette dimension d'une pandémie, d'un événement collectif qui s'éprouvait au niveau mondial, qui, je crois, là aussi a sans doute interrogé nos repères, nos croyances, nos certitudes, nos visions. Et puis, on a aussi pris conscience des inégalités. Le social, c'est aussi la prise de conscience des inégalités, des différences avec lesquelles nous étions aussi amenés à vivre cette pandémie. Puis enfin, au plan politique, ça a été aussi un test, je dirais, un nouveau test pour mettre à l'épreuve les relations entre les citoyens et les décideurs et le pouvoir. À cette occasion, beaucoup de protestations se sont aussi exprimées de la part de citoyens mécontents à qui on imposait effectivement ces mesures sanitaires. Ça a été aussi l'occasion d'éprouver la question du civisme, de la citoyenneté, avec l'acceptation ou non des vaccins, le fait en ayant un acte individuel, penser donc à la nécessité de protéger les autres. On voit bien que là aussi, au plan politique, dont on mesurera d'ailleurs peut-être les conséquences pour les prochaines échéances électorales de la présidentielle et des législatives, au plan politique, bien évidemment, la pandémie a aussi circonscrit un certain nombre de repères qui marqueront, je pense, aussi le rapport des citoyens à la vie politique présente et en train de se construire pour l'avenir. Alors, je l'ai dit, Anne Muxel, c'est un livre qui fera référence parce que effectivement, c'est un livre extrêmement documenté. Sociologiquement, on voit, on vit la pandémie sur l'ensemble de la durée que nous venons de traverser. Une chose m'a frappée dans ce livre, c'est justement ce terme de l'intime, avec lequel vous travaillez d'ailleurs depuis un certain temps. Mais ce qu'on voit, c'est, si vous voulez, que les choses sont beaucoup plus compliquées que cette frontière extérieure-intérieure, ou collectif-privé, ou politique intime. L'intime, c'est encore autre chose. Et ce qui est très surprenant dans votre ouvrage, qui est ponctué d'un certain nombre de références à des textes que des gens ont écrits, c'est de voir que finalement, même avec les gens avec lesquels ils étaient confinés, ils n'avaient pas autant de relations que ça, peut-être, qu'il y a une nouvelle sphère qui s'est en quelque sorte inventée pendant cette pandémie et qui serait peut-être ce que vous désignez par le mot d'intime. Oui, par le mot d'intime, mais aussi ce que je désigne, c'est le titre du livre, par l'autre à distance, c'est-à-dire cette nouvelle façon de considérer l'altérité, et y compris et donc du coup, l'altérité renvoie à la façon dont on va positionner son intimité, c'est-à-dire ce que l'on a de plus intérieur à soi, par rapport à cet autre avec lequel doit s'engager un dialogue, une relation. Je pense que la pandémie et cette imposition des gestes barrières, cette obligation de la distanciation, souvenez-vous de ce mot d'ordre, je l'évoque, je commence même le livre par là, si vous aimez vos proches, ne vous approchez pas trop, ce qui est quand même une injonction paradoxale et qui nous a obligés à redéfinir les frontières de l'altérité, c'est-à-dire de notre intimité dans la rencontre, de notre intériorité, dans la rencontre avec l'autre. Il a fallu
réinventé. Beaucoup ont réinventé d'ailleurs. Il y a des témoignages intéressants, tels par exemple cette mère et ce fils qui, ne pouvant pas vraiment se toucher ni s'embrasser comme d'habitude, comme on le faisait, avaient pris l'habitude de s'allonger dos à dos pour quand même sentir leur corps. Voilà, il y a eu des inventions, il y a eu aussi des replis. Il y a eu aussi des distanciations qui se sont installées. Des gens qui, depuis, d'ailleurs, ne se sont plus réembrassés ou pris dans les bras. J'en parle dans le livre, et notamment avec des personnes plus âgées, dans cette obligation qu'on a de les protéger. Et beaucoup de choses se sont passées et probablement resteront durablement. L'habitude de se faire la bise, l'habitude de se serrer la main. Bon, on voit bien que si maintenant, avec le temps et avec certaines formes de réassurance, mais on n'en est vraiment pas sûr, puisqu'on voit qu'il y a aussi des signaux qui se rallument quant au fait que cette pandémie est toujours menaçante. Mais on voit bien qu'il y a des gestes qui reviennent, mais pour une partie significative de la population, ces gestes ne reviendront pas. Ces gestes sont définitivement exclus de leur vie. Il y a quelques personnes qui ont témoigné en disant « Ouf, je suis enfin soulagée, je ne suis plus obligée d'embrasser tout le monde quand j'arrive au travail ou de serrer la main à n'importe qui. » Et voilà. Donc ça, c'est tous ces changements que j'essaie d'observer que j'ai essayé d'observer et de recenser un peu dans ce livre, tous ces changements liés à cette distanciation, mais et qui reconfigure effectivement non seulement l'intimité, parce que bien évidemment que ces changements dans l'altérité nous obligent à nous repositionner, y compris vis-à-vis de nous-mêmes, intérieurement, psychiquement, dans ce que nous avons aussi de plus intime, et qui n'est pas toujours d'ailleurs dissible ou palpable. Et donc là, je crois que oui, cette pandémie, de ce point de vue-là, et c'est un peu le fil conducteur du livre et la thèse du livre, laissera des traces. Alors, l'une des populations sur lesquelles vous avez spécialement travaillé dans vos travaux antérieurs sont les jeunes. Est-ce qu'à votre avis, dans cette population jeune, la pandémie va laisser des traces, ou alors on est beaucoup plus dans un retour à la normale, comme ce qu'on peut voir aujourd'hui quand on se promène, par exemple, au quartier latin ? Alors bien évidemment, le temps de la jeunesse est un temps d'ouverture aux autres, de prise de risque, de fête, C'était évidemment un temps qui a d'ailleurs été assez mal vécu par les jeunes. Ce temps de l'enfermement, ce temps du retour pour certains dans le cadre familial, ce temps de l'absence de rencontres, la façon aussi dont ça a pu contraindre la vie amoureuse, la vie sexuelle, bref, toutes sortes de libertés propres à cet âge de la vie. Alors, il est clair que, en tout cas, toutes les études le montrent, les jeunes ont été très affectés par ce qui s'est passé. Il y a des traces psychiques, des traces psychologiques, des traces liées à leur vécu. Beaucoup ont été interrompus dans leur parcours d'études, dans leur parcours professionnel. Oui, je pense que toutes les études montrent que les jeunes ont particulièrement souffert pendant cette période, et on en mesure les traces aujourd'hui. Les psychiatres, les psychologues, les médecins constatent une augmentation d'un certain nombre de symptômes liés à ce vécu, à ces ressentis douloureux qui les ont particulièrement affectés. Alors on a cherché aussi dans le débat public à beaucoup opposer les générations. D'un côté, il y aurait une génération sacrifiée, effectivement, les jeunes, au profit de vieux ou de personnes âgées qu'il aurait fallu protéger alors qu'elles étaient en fin de vie. Bon, on a beaucoup cherché à instrumentaliser cette opposition entre les générations. Je crois que ce n'était pas fondé, en tout cas, je ne l'ai pas rencontré. Je pense que de la part des jeunes générations, il y a eu au contraire une prise de conscience
de la vulnérabilité de leurs aînés, de la fragilité de la vie. C'est quelque chose qu'on oublie souvent quand on est jeune. Et il y a plutôt eu des élans de solidarité, d'attention, de volonté de protection. Et dans leur ensemble, d'ailleurs, en grande majorité, je le montre dans ce livre, toutes les enquêtes ont montré que, certes, les jeunes avaient tendance à moins respecter les gestes barrières, à être plus énervés par les obligations de confinement, par le couvre-feu, mais dans leur large majorité, ils y adhéraient. Parce qu'ils comprenaient la nécessité de protéger, y compris leurs proches. Et du côté des générations plus âgées, donc de ces grands-parents, de ces personnes âgées, eh bien non, elles étaient très conscientes des souffrances, des difficultés que tout cela allait provoquer sur les jeunes générations. Il n'y avait pas du tout d'égoïsme ou d'indifférence à l'égard des plus jeunes, notamment leurs petits-enfants. Donc j'ai l'impression que cette pandémie a été plutôt l'occasion de prise de conscience, justement, entre les générations, plutôt que de dissensus et de creusement d'un fossé entre les deux, ou d'une mise en concurrence entre les deux. Bon, je suis heureuse, Anne Muxel, que vous nous disiez que nous ne sommes pas dans cette lutte intergénérationnelle. L'une des questions que je voulais vous poser aussi, vous qui êtes une fine observatrice du politique, c'est finalement comment est-ce que nous sortons de cette crise dans notre relation aux dirigeants politiques, dans notre relation à la politique. Alors c'est une question essentielle qui va de toutes les façons, je pense, occuper une bonne partie de la campagne présidentielle qui a déjà commencé, mais qui va évidemment se dérouler pendant les mois que nous avons devant nous. Il est très difficile quand on regarde les commentateurs, les enquêtes, les analyses qui sont produites. Il est très difficile de savoir dans quel sens cela aura un impact. Quelle incidence cela va avoir? On pense que ça va en avoir une, qu'effectivement le bilan d'Emmanuel Macron, de l'exécutif, face à la gestion de cette crise sanitaire, va forcément se poser à un moment donné de la campagne. Pour autant, est-ce qu'il sera comptable de cela? Est-ce que ça aura vraiment une incidence sur l'orientation du vote des électeurs? C'est très difficile aujourd'hui de le dire. Il est très difficile d'en faire la prédiction. Alors, vous avez beaucoup travaillé sur les jeunes, vous avez aussi beaucoup travaillé sur les femmes. Très rapidement, puisqu'il nous reste peu de temps, est-ce que la pandémie, est-ce que ces situations finalement d'intrication du professionnel et du privé changent quelque chose à la condition féminine ? Ce qui est sûr, c'est que les femmes ont vécu beaucoup plus douloureusement et de façon beaucoup plus difficile cette pandémie, parce que dans l'espace domestique notamment, dans l'espace familial, on le sait, et c'est un phénomène qui continue, les inégalités de répartition des tâches domestiques perdurent toujours, et que donc en période de pandémie, avec la charge du télétravail, ou quand les enfants ne pouvaient pas aller à l'école, dans la période du confinement, notamment du premier confinement, tout ça est retombé beaucoup sur le dos des femmes, et donc elles ont eu tendance à devoir fournir encore plus que d'habitude, je dirais, de leur temps, de leur énergie, de leur mobilisation. Par ailleurs, autre revers négatif pour les femmes, les violences conjugales, les violences familiales, aussi pour les enfants, évidemment liées à l'enfermement, l'absence de possibilité de soupape, justement, de dégagement dans la relation à l'autre quand elle est problématique, a aussi entraîné un surcroît de violence. Donc de ce point de vue-là, oui, pour les femmes, l'expérience de la pandémie a été sans doute plus difficile à gérer que pour les hommes.
Alors, je l'ai dit, Anne Muxel, votre livre, L'autre à distance, quand une pandémie touche à l'intime, qui sort ces jours-ci aux éditions Odile Jacob, d'une part, dresse pour nous vraiment un tableau nuancé et précis de ce qui s'est véritablement passé. Donc, c'est un document de référence, mais nuance aussi, je trouve que vous avez un propos relativement modéré. Et finalement, ma dernière question sera de savoir si vous pensez vraiment qu'il va y avoir, comme on l'entend maintenant depuis plusieurs mois, un monde d'après qui serait différent du monde d'avant. Alors, un monde d'après, probablement. Moi, je pense que cette pandémie va laisser des traces. Donc, forcément, que du coup, ce monde d'après sera fait de ces traces, imprégné de ces traces. Il va y avoir une mémoire, non seulement une mémoire individuelle, mais aussi une mémoire collective. Quand on interrogeait les Français sur justement cette question de savoir si la pandémie va modifier durablement leur rapport à la vie, va changer des choses, voilà. Pour les Français, une majorité d'entre eux, voilà, pour eux, il y a un monde d'après. Il y a quelque chose qui va se passer et qui ne sera plus la même chose que dans leur vie. Alors, au plan individuel, il y a déjà des tas de personnes qui ont changé de vie. D'abord, on a assisté à des personnes qui ont quitté les villes, qui se sont réinstallées plus près des campagnes, dans d'autres conditions de logement. Il y a des personnes qui ont changé de métier. Il y a des couples qui se sont séparés. Bon, au plan intime et individuel, il y a... la pandémie a introduit une sorte de prise de conscience au niveau très intime, au niveau très personnel, qui a pour beaucoup abouti à prendre des décisions. Beaucoup disent cela, donc au plan personnel. Après, sur le plan plus collectif, sur le plan plus général, je pense qu'il y aura une mémoire collective. Il y a déjà d'ailleurs une mémoire qui est consignée, des musées qui sont envisagés, des journées de commémoration, des archives de cette période qui sont constituées. Donc on voit bien qu'il y a déjà sur le plan de la mémoire collective un travail qui se met en place. Et il est vrai que la circulation de ce virus, le fait que ce soit au niveau mondial, au niveau d'une pandémie, a aussi réintroduit beaucoup d'enjeux en matière environnementale, en matière écologique, qui du coup pèsent, on le voit bien aujourd'hui, sur le débat politique et surtout la nécessité de prendre des mesures pour préparer l'avenir et la survie de l'humanité dans de bonnes conditions. Donc on voit bien que, voilà, sur tous ces aspects, je pense que oui, il restera des traces de cette pandémie. Bien, merci beaucoup Anne Muxel. Je rappelle donc le titre de ce livre qui, encore une fois, je pense, fera référence, L'autre à distance, quand une pandémie touche à l'intime, un livre sorti aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci. C'était Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous tous les 4e jeudis du mois à 13h sur RCJ.